Il faut avoir un objectif bien clair dans sa tête et après se dire que, ok, pour que j'atteigne cet objectif, je dois travailler beaucoup plus que les autres. Je dois aller à la bibliothèque tout le temps. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mohamedou Amar. Je suis docteur, ingénieur et enseignant-chercheur à IMT Nord Europe où je travaille. Je suis aussi HDR, ce qu'on appelle communément professeur associé. Donc moi je travaille dans le domaine du génie civil et des matériaux. En plus de mes activités d'enseignant et de chercheur, j'ai fait aussi de l'entrepreneuriat, de l'auto-entrepreneuriat. Justement, on va peut-être en parler tout à l'heure. En tant qu'étudiant, je l'ai commencé en tant qu'étudiant. J'étais encore étudiant ici à l'école parce que je suis un ancien élève de l'école. Et je me suis levé un jour, je savais que c'était quelque chose qui pouvait être très intéressant, de me lancer dans des projets. Et quand j'ai eu l'opportunité de le faire, j'ai pu commencer à travailler sur de vrais sujets avec des entreprises. Et ça m'a permis de gagner en expérience, de gagner aussi un tout petit peu d'argent. Donc il vous a fallu combien d'années d'études pour atteindre ce niveau? Alors il m'a fallu globalement 10 ans. Wow. Je suis arrivé moi en France en 2008. Et ma thèse, je l'ai finie juste un tout petit peu avant, je l'ai finie en 2017, mais ma thèse devait aller jusqu'en 2018, donc ça fait exactement 10 ans. Bien, en tout cas, c'est très riche votre carrière. Quel a été votre secret? Quelle a été votre motivation? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir 10 années d'études? Moi, je pense qu'il y avait un secret, c'est l'obstination. Il faut avoir un objectif bien clair dans sa tête. Et après se dire que, ok, pour que j'atteigne cet objectif, je dois travailler beaucoup plus que les autres. Je dois aller à la bibliothèque tout le temps. Bon, ça fait partie des conseils que j'essaie de distiller. Je dois essayer d'être le meilleur dans ma classe. C'était des réflexions comme ça et je me donnais les moyens d'atteindre ces objectifs. Quand je suis arrivé, j'ai d'abord été à la fac, à l'université. Je ne suis pas passé par la voie prépa, j'aurais bien voulu, mais je n'ai pas eu l'opportunité. Justement, c'est quelque chose dont je n'étais pas conscient, que je ne connaissais pas. Et donc, j'en profite pour le dire aux plus jeunes. Dès votre lycée, dès la seconde, il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à penser où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que vous voulez faire une prépa? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut commencer à réfléchir à ça et commencer à se renseigner surtout. Et si vous n'avez pas accès à l'information, allez la demander aux personnes qui l'ont. Donc moi je suis arrivé, voilà, je ne savais pas qu'il y avait les prépas, malgré tout, ce n'est pas un problème. Donc je suis parti à la fac, j'ai d'abord fait là-bas une licence en mécanique, génie civil. Ensuite j'ai fait un master 1, à l'époque ça s'appelait une maîtrise. Et on avait le diplôme à l'époque, donc une maîtrise dans le même domaine, mécanique, génie civil. Ensuite, j'ai quitté l'université, j'ai été admis à en école d'ingénieur, en l'occurrence l'école des mines de Douai. J'ai été admis ici sur titre. J'avais aussi d'autres écoles, j'avais la chance d'avoir d'autres écoles qui m'avaient accepté, en l'occurrence Arts et Métiers. Ils m'avaient aussi accepté parce que j'avais balayé tous les concours possibles et imaginables, j'avais essayé de tout faire. J'avais même été admissible à l'école Polytechnique X, donc la grande école, j'étais même admissible, je suis allé jusqu'au bout, je n'ai pas été retenu, mais c'est pas grave, mais j'étais admissible. Et donc ça donne le choix finalement, le fait de diversifier les moyens d'avancer, ça donne le choix. Et donc finalement j'ai réfléchi un tout petit peu, je me suis dit voilà, Douai me convient très bien. Donc j'ai finalement choisi de venir ici à l'école des mines de Douai où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en génie civil. À la fin de mon diplôme, moi j'avais fait mon PFE à l'étranger, je l'ai fait à l'île de la Réunion, on nous demandait de partir ailleurs. Ça aussi c'est un conseil que je vais donner, n'ayez pas peur de vous jeter dans l'inconnu. Allez loin, allez dans un endroit où vous ne parlez même pas la langue, l'anglais ou un autre pays, ça enrichit extrêmement beaucoup. Moi c'est en tout cas des expériences qui m'ont beaucoup enrichi. Et donc quand je suis revenu, j'ai commencé la thèse. Donc moi j'ai fait une thèse sur le traitement et la valorisation des boues, c'est-à-dire tout ce qui est les boues qui sont issues notamment des voies navigables, des ports. Aujourd'hui, on en génère des millions de tonnes, mais on ne sait pas quoi en faire. Donc moi, j'ai fait des travaux qui ont montré que ces boues-là, on pouvait les utiliser pour construire. Et donc, j'ai fait pendant 3 ans ma thèse. J'ai fait beaucoup de publications. À l'époque, j'avais 5 ou 6 publications. Ça fait beaucoup pour 3 ans. Aujourd'hui, j'en ai une trentaine de publications scientifiques et des livres aussi. Et donc j'ai fini ma thèse en 2017, même si j'avais la possibilité d'aller jusqu'en 2018. Et même avant de finir ma thèse,
j'ai eu une proposition pour travailler. Donc, je me suis dit, OK, la recherche, j'aime bien. Je l'ai fait pendant 3 ans, mais je veux quand même tester l'entreprise. Donc, je vais partir. Donc, ils ne voulaient pas me laisser, mais finalement, je suis parti. Je suis parti dans le sud. J'ai travaillé dans un bureau d'études parce que je me suis dit, je suis quand même ingénieur. Je veux quand même appliquer mes connaissances en tant qu'ingénieur. Donc, je suis parti faire du calcul de structure, conception de bâtiments, etc. Je l'ai fait pendant quelques mois. Finalement, je n'aimais pas vraiment parce que le rythme ne me convenait pas. Donc, j'ai démissionné et je suis finalement revenu dans le Nord. Il y avait un poste ouvert et j'ai postulé. J'ai eu la chance d'être retenu. Ça, c'était en 2018. Et depuis 6 ans, comme je le disais, je fais ici de l'enseignement et de la recherche sur les matériaux. D'accord. En tout cas, votre parcours est très très riche. Merci. Et moi, en tant qu'étudiant, ça m'inspire beaucoup et j'aimerais bien avoir votre parcours. Et aussi, comme vous l'avez énuméré, j'ai vu que vous étiez très brillant pendant votre parcours universitaire. Mais je suppose que ce n'était pas les notes à l'établissement qui payaient le loyer, je suppose. Exactement. Donc, j'aimerais bien savoir comment vous faisiez pour pouvoir subvenir votre besoin financier, pour payer le loyer, pour faire à manger. C'est une très bonne question. Parce que c'est un problématique pour beaucoup d'étudiants. Je sais. Et en tant qu'étudiant, en tant qu'ancien étudiant, je pense que vous avez beaucoup à nous dire sur ce sujet-là. Effectivement, c'est un très grand sujet, c'est le nœud du problème même. Moi, j'avais la chance, quand je suis arrivé ici, j'avais eu moi mon baccalauréat au Sénégal avec la mention bien. Donc, j'avais fait série S1, j'ai eu la mention bien, donc j'ai eu une bourse pour venir ici. Donc, pendant mes 6 premières années, parce que la bourse est sur 5 ans plus une année, j'avais la chance d'avoir une bourse. Mais ça ne me suffisait pas, je ne me disais pas, OK, j'ai une bourse, je ne bosse pas. Je me suis dit, OK, malgré tout, pendant l'année, je me concentre sur les études, je fais que ça, parce que j'avais la chance d'avoir une bourse, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, ceux qui ont la chance de l'avoir, c'est une très bonne chose. Et à côté de ça, moi, ce que je faisais, c'est que pendant l'été, beaucoup l'ont fait, je pense, pendant l'été, je partais travailler. Je partais en Corse, comme beaucoup de gens, et je galérais beaucoup, comme beaucoup de gens aussi. Je connais bien cet endroit. Exactement, donc c'est du 7 jours sur 7, c'est des heures pas possibles. Des fois, on travaille jusqu'au petit matin, il m'est arrivé de travailler de 19h à 6h du matin, c'est des horaires de ouf. Mais ça renforce encore une fois le caractère, ça renforce sa façon de penser, ça renforce sa conscience, ça renforce beaucoup de choses. Et donc l'été, je faisais ça. Quand je revenais, j'avais un tout petit peu d'argent. Je payais déjà mon loyer à l'année. Je suis tranquille. Je ne pense plus au loyer. Et après, le reste, j'arrivais à me débrouiller un tout petit peu avec la bourse. Et de fil en aiguille, on s'en est sorti comme ça. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la bourse, ce n'est pas forcément évident d'allier travail et études. Mais si j'avais un conseil à donner, c'est de dire que la priorité, ce sont les études. Si vous avez la possibilité de travailler, il faut travailler bien sûr pour subvenir à ses besoins, mais dans une certaine limite. Un étudiant n'est pas censé être riche. Un étudiant, il est censé trouver des moyens de vivre correctement, mais sa priorité, ce sont ses études et il deviendra riche plus tard. Mais il ne faut pas se dire, parce que quand on arrive, on voit des sommes faramineuses, on se dit « Waouh, je ne vais pas louper cette somme, je vais aller travailler à des heures pas possibles ». Encore avec les problèmes que ça peut générer du côté de la préfecture, moi je conseillerais à personne de travailler un nombre d'heures qui n'est pas indiqué. Si vous avez la possibilité de travailler, faites-le. Ça vous permettra de vous concentrer dans vos études. Mais voilà, il faut mettre une certaine jauge et vous concentrer sur vos études. 5 ans, ça passe, 5 ou 10 ans. 5 ans, ça passe extrêmement vite. Et après, voilà, si vous avez la possibilité d'avoir une carrière professionnelle, l'argent, ça arrivera, ça viendra. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour les conseils que vous nous donnez. Nous, en tant qu'étudiants, on apprend beaucoup et je suppose aussi que ceux qui nous regardent, ils sont en train d'apprendre de notre cher professeur. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle aussi, après les études, l'insertion professionnelle. Parce que ça aussi, c'est un problématique pour beaucoup d'étudiants. Quand tu viens de finir ton diplôme, peut-être d'ingénieur ou doctorat, et tu es censé avoir des responsabilités, tu es censé avoir peut-être des Français sous ta responsabilité. Comment l'étudiant étranger doit s'affirmer ou bien doit même s'imposer dans l'entreprise après ses études dans le milieu professionnel? C'est une très bonne question. Moi, je pense que l'insertion professionnelle commence déjà à l'école. Je veux dire à l'école ou à l'université, c'est pendant sa formation, notamment par les stages.
moi je considère que la personne commence à s'insérer professionnellement dès l'instant où elle commence à faire des stages. Moi je pense que c'est le point de départ. Donc ce n'est pas un point de détail, ce n'est pas quelque chose à négliger. Choisissez bien vos stages, ça constitue la base de votre future vie professionnelle. Et y accorder le maximum d'importance et essayez d'apprendre le maximum de choses durant vos stages et faites-en le maximum possible. Si vous pouvez faire 16, 20 mois sur tout le long de votre cursus ou plus, faites-le, ça ne sera que bénéfique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous arrivez au bout de vos études et que vous voulez intégrer le marché du travail, vous avez deux choses. Vous avez vos petites expériences durant vos stages et vous avez vos connaissances fondamentales ou théoriques. Ces connaissances fondamentales ou théoriques, les entreprises, ça ne les intéresse pas forcément. Parce que ce n'est pas ça qui va faire les projets. Ça va contribuer à faire les projets. Mais ce qui vont regarder vos compétences, c'est surtout vos expériences, vos petites expériences. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Et ça, ils vont le regarder de façon assez précise. Si vous débarquez chez moi, quand je recrute des stagiaires, ils débarquent ici, ils me disent « Ok, moi, je ne connais pas du tout ce que vous faites, je n'ai jamais touché au béton, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un déchet, je ne vais pas le prendre parce que je ne vais pas pouvoir le former sur tous ces sujets-là. » Mais s'il vient avec un certain minimum de bagages, il m'a dit « Ok, j'ai déjà fait un stage, c'était court ou un projet. » où on a déjà parlé du béton, on a déjà fait des caractérisations. Là, je dis, OK, au moins il a une base, je peux essayer de faire le complément. Les entreprises, ils vont aussi avoir cette façon de réagir, de réfléchir. Donc, vos stages déjà, vos expériences, je vais dire, vont être déjà un élément discriminant et vont vous guider vers tel ou tel chemin professionnel. Autre chose, c'est que quand vous arrivez au bout de vos études et voilà, vous cherchez à vous intégrer professionnellement, essayez, les choses ont un tout petit peu changé. Aujourd'hui, beaucoup de choses fonctionnent sur les réseaux sociaux professionnels de type LinkedIn. Beaucoup de gens peuvent les négliger, mais c'est des plateformes extrêmement puissantes, extrêmement importantes, où l'image qu'un recruteur peut avoir de vous peut finalement venir de votre simple page LinkedIn. Donc, ce n'est pas des choses à prendre au détail en tout cas. Moi, quand je vois une candidature, elle m'intéresse, je vais aller voir son profil LinkedIn. C'est classique et beaucoup de recruteurs, c'est ce qu'ils font. Ils vont essayer de voir si votre profil les intéresse, ils vont essayer de voir. Et donc, c'est une vitrine que je veux dire. Donc, faites de sorte que cette vitrine soit la plus prestigieuse, la plus valorisante pour vous. Je parle de LinkedIn, mais de tout autre réseau social professionnel. À l'époque, il y avait Viadeo, il y a certains réseaux comme ça qui sont orientés professionnels. C'est très, très important. Et mettez-y les choses que vous avez fait. Autre chose, c'est les à côté, ce que j'appelle les à côté. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que vous avez appris dans l'amphi, ni les stages que vous avez faits, mais les choses que vous faites en plus. Vous avez une association, tu fais du contenu. Ça, c'est des choses extrêmement importantes. Un recruteur va regarder ça aussi. Parce que ça lui donne la capacité que tu as à pouvoir être sur des sujets qui ne sont pas fondamentalement tes sujets de base, mais à pouvoir t'adapter, à développer des choses intéressantes. Et ça, c'est une compétence assez intéressante si on la trouve chez une personne. Donc, si vous avez des à côté, n'hésitez pas à les afficher. Si vous faites partie d'une association où vous avez déjà eu une expérience, vous avez fait le tour du monde, ou j'en sais rien, parlez-en. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Ne le négligez pas. Ça peut jouer en votre faveur pour accéder à une carrière professionnelle. Et donc, pour revenir à ta question, une fois que vous avez réussi à trouver un poste, maintenant, il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer et que dans une entreprise, c'est une organisation pyramidale. Chacun doit trouver sa place. Une fois que vous identifiez votre place, vous n'avez plus le besoin ou vous avez même peut-être l'interdiction de vous écraser devant les autres. Il faut vous affirmer. Après nous, ce qu'on a, un jour j'en ai parlé avec un collègue ici, mais qui est d'une autre culture, qui me disait finalement, les Africains, des fois, les Sénégalais par exemple, ce qu'on a comme problème, c'est notre timidité. On ne regarde pas les gens, on ne veut pas parler fort, on ne veut pas froisser les gens. Et ça, c'est notre culture. Quand on parle avec une personne un peu plus âgée, il y a une certaine forme de respect qu'on met au-dessus. Ces choses-là, ça ne marche pas en entreprise. On n'est pas, on n'est pas dans cette logique. On travaille, c'est un lieu de travail. Chacun a sa place. Il y a le chef tout en haut
Après, de façon pyramidale, chacun a son positionnement. Donc les gens, si vous êtes en charge d'une équipe ou d'une ou deux personnes ou plus, vous êtes censé les manager. Vous les managez de la manière la plus bienveillante possible, bien sûr, mais que chaque chose soit à sa place, quoi. Si des choses doivent être exécutées parce que tu donnes tel ou tel ordre ou tu formules telle ou telle demande, ces demandes ou ces ordres vont être exécutés, point barre. Mais il n'y a pas de situation de conflit, il n'y a pas de situation de… Voilà. Mais il faut que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et ça, il faut le faire comprendre aux gens. On n'est pas dans une attitude délictuelle ou une attitude belliqueuse, mais on est juste dans une attitude de travail. Chacun fait son travail, les choses avancent et tout le monde se porte très très bien. Et ça, il faut le dire aux gens de façon claire, les yeux dans les yeux, de façon bienveillante certes, mais de façon claire et précise. Et les choses se passeront très très bien. Exact. Parlons maintenant du Sénégal, parce que je suppose que vous aussi, vous avez une dose de patriotisme. Ouais. Quelles sont vos perspectives personnelles et aussi quels conseils vous donnerez aux étudiants qui ont des perspectives de retour au pays? C'est une très bonne question. La première, je vais commencer par la deuxième question justement. Aux jeunes étudiants qui ont eu des ambitions de retourner et qui viennent de finir, moi le conseil que je donnerais, c'est s'ils ont la possibilité d'avoir un tout petit peu d'expérience d'ici, de travailler, ça va extrêmement les renforcer en termes de compétences, de connaissances. Et une fois qu'ils ont ces bases-là, moi je leur conseillerais, s'ils ont l'opportunité de contribuer au développement du Sénégal, de le faire. C'est une très bonne chose. Partir juste après les études, c'est peut-être pas forcément le plus adéquat. Après, les parcours de chacun peuvent être différents. Je connais des personnes qui l'ont fait, ça leur a très bien réussi. D'autres l'ont fait, finalement ils sont revenus. J'ai vu beaucoup de cas. Mais moi, ce que je considère être la meilleure option pour quelqu'un qui prévoit à un moment donné de sa vie de rentrer au pays, c'est d'essayer d'avoir un tout petit peu d'expérience ici. Parce qu'ici, on a tellement de moyens. Et là, on a la possibilité de travailler sur des sujets extrêmement avancés. Et une fois qu'on a ces expériences et ces connaissances, les mettre à profit du pays s'il y a la possibilité de pouvoir retourner par l'entrepreneuriat ou des projets d'envergure au Sénégal. Ça, je pense, c'est une très bonne chose. En plus du fait que il faut garder en tête que nous qui sommes venus ici en tant qu'étudiants, le Sénégal nous a quand même financé nos études. Elle nous a permis de venir ici. Donc, ça peut être légitime, en tout cas, ça peut se comprendre de dire, OK, à un moment donné, il faut essayer de contribuer à développer le pays. Sous toutes les formes que ça peut prendre, je pense que c'est une très bonne chose. À titre personnel, moi, j'ai fini mes études, je suis resté ici pour travailler. Je considère que je ne suis pas encore vieux, on va dire. Et si j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir contribuer à tout le bouillonnement dans le sens bon du terme, dans le sens positif du terme qui est en train de se passer au Sénégal où on sait que les choses vont pouvoir aller de l'avant. Des projets d'envergure vont permettre de faire du développement à tous les niveaux, développement économique, social, environnemental, à tous les niveaux. Si aujourd'hui, moi, le minimum d'expérience que j'ai eu ici, si ça peut bénéficier à pouvoir faire avancer des sujets extrêmement importants, je serais extrêmement heureux, sinon honoré de pouvoir contribuer à ça. Donc je reste bien sûr à l'écoute de toutes sortes d'opportunités ou de propositions qui peuvent aller dans ce sens. Ça en fera d'une pierre deux coups, le patriotisme d'un coup et de l'autre pour me permettre de pouvoir contribuer à développer mon propre pays. En tout cas, c'est très bien et je vous souhaite de trouver cette opportunité-là. Merci beaucoup. Parce que je sais que notre pays gagnerait bien que votre présence au pays. Et je sais qu'aussi avec votre expérience, avec vos compétences, vous allez apporter beaucoup à notre pays. Exactement. Et aussi personnellement aussi, ça peut être bénéfique d'être proche de la famille. Bien sûr. Et bien sûr. L'émission tire à sa fin. Et j'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez une anecdote en tant qu'étudiant qui est un peu rigolo ou drôle? Parce qu'il y a des petites anecdotes qui font rire. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? J'en ai plein, hein. Ça se bouscule dans ma tête. J'ai tellement vu ici. Un jour, je revenais du Sénégal
Alors, je ne sais pas si je dormais ou je faisais quoi. En tout cas, j'avais la tête ailleurs. Et j'avais mon sac avec mon passeport, mon ordi et tout dedans. Donc, je l'ai oublié dans le bus à Paris. Et donc là, par panique, j'ai appelé mon père tout de suite pour lui dire « Vas-y, papa, il faut que tu fasses des prières parce que là, j'ai tout perdu. » Et finalement, on l'a retrouvé et j'ai pu rentrer à Lille dans la suite. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. En tout cas, c'était très riche comme expérience et nous, ça nous a permis d'apprendre beaucoup. Et nous sommes très honorés de vous recevoir dans notre émission et vous étiez très humble et très modeste d'accepter notre invitation, de nous faciliter. Et pour la conversation, ça a été fluide. Super. Et aujourd'hui, on parle comme si on se connaissait il y a longtemps. Et aussi, vous nous avez facilité le fait d'avoir accès sur vous, de pouvoir vous poser plein de questions. Et à chaque fois qu'on vous pose une question, vous répondez avec brio. Et franchement, nous, on est très contents et très honorés. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Et aussi, j'espère, on vous prie aussi de nous le souhaiter. Et l'émission, c'est votre émission. Si vous avez des contributions à faire, vous pouvez le faire et aussi faire votre mot de la fin. Et si vous avez quelque chose à dire aussi que moi, je n'ai pas eu l'occasion de vous le poser, vous pouvez le faire aussi. Merci Moustapha. Je te renvoie tous ces remerciements et paroles bienveillantes. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir avoir une plateforme où beaucoup de gens vont regarder et vont peut-être bénéficier du minimum d'expérience que j'ai eu ici. Moi, je suis extrêmement heureux, mais ça, je ne peux pas le décrire par des paroles, mais c'est profondément ce que je ressens, de pouvoir aider au sens basique du terme, soit par les conseils que je vais donner, soit par le parcours que j'ai eu, mais aider surtout les plus jeunes. Moi, quand je vois des jeunes qui ont une conscience tout de suite, qui se disent « Ok, moi je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller, je sais que je veux entreprendre, je sais que je veux développer des choses, je sais que je veux un boulot à un moment donné et je bosse pour ça. » Mais moi, ça fait tilt dans ma tête, je me dis « Ok, je dois pouvoir aider ces personnes-là. » Donc par mes paroles, j'essaie de le faire. J'essaie de le faire même, je fais des cours par exemple pour des étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je le fais en ligne, ça fait maintenant 4 ans ou 5 ans. Mais je n'hésite pas une seconde de pouvoir les aider en leur disant « Ok, choisissez telle ou telle filière, est-ce que vous pouvez se déposer dans telle ou telle école ?» Des fois, c'est eux qui me contactent pour me demander ce genre de conseils. Mais je suis extrêmement heureux de pouvoir aider et de dicter quelques conseils qui peuvent aider les autres personnes. Et ce que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous aide, à ce qu'on vous guide. Et pour ça, parlez de vos projets, parlez-en aux gens. Il y a toujours quelqu'un à côté qui sera content de pouvoir vous dire « Ok, pour aller faire vos études dans tel ou tel endroit, il faut commencer par cette étape. Il faut aller sur Campus France. Il faut faire… » Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas ces infos, ils vont finalement rester dans leur coin. Donc parlez-en et les gens, ils vont vous aider. Vous recherchez un stage, parlez-en à tout le monde. Il ne faut pas être introverti en fait. Nous, c'est aussi ça un peu notre culture. Il ne faut pas être introverti, il faut être extraverti, on dit, ouais. Il faut être extraverti, il faut être expressif, il faut être le plus libre possible. Et puis se dire que, ok, tout contact, tout échange que je vais avoir avec telle ou telle personne, ça ne contribuera finalement qu'à m'enrichir intellectuellement, socialement, culturellement. Et nous, on a la chance d'être ici. On va en profiter pour pouvoir emmagasiner le maximum de connaissances, contribuer au développement du pays où nous vivons. Si on peut contribuer à développer le pays d'où nous venons, on le fera également. Et j'espère que ces mots pourront aider. En tout cas, merci pour cette plateforme, pour la Dream Team qui fait un travail excellent. Toi aussi, on va dire une interview rondement menée, c'est ça l'expression. C'était extrêmement fluide. Le format est très, très, très bien. Je t'encourage à poursuivre là-dessus. Je vais en profiter pour faire une petite pub avec une association que j'ai créée avec des amis, ça fait maintenant 4 ou 5 ans, qui s'appelle YouScience. Donc vous pouvez aller sur notre site youscience.fr et notre objectif, donc c'est une association à but non lucratif et l'objectif c'est de permettre à un maximum de personnes d'accéder aux connaissances au sens large. Au Sénégal ou dans les pays de l'Afrique et d'ici, on essaie de mettre en place des bibliothèques gratuites. On essaie aussi de donner des moyens informatiques
au plus large, au plus grand nombre de personnes. Au Sénégal, on a réussi à mettre en place des bibliothèques. Aujourd'hui, elles fonctionnent très très bien. Dans des lycées, on a réussi à amener pas moins de 20 000 livres au Sénégal et on essaie de poursuivre dans ce sens. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site. D'accord. Après, on essaiera d'avoir les liens Oui. Pour vous poursuivre. Pas de problème. Et après, on essaiera de partager avec nos réseaux. Avec plaisir. En tout cas, c'était un plaisir. L'émission tire à sa fin. On était très contents de recevoir M. Amar et c'était un plaisir. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. C'était votre présentateur Moustapha, votre Fléau du Mal. À la prochaine.